Mesdames, Messieurs, salut à vous tous à la maison et bienvenue sur Tempo Afrique TV. Vous suivez l'émission Special Edition. Yves Kenao à la présentation. Aujourd'hui, nous sommes vraiment, nous avons un programme très chargé et très riche. Nous allons toujours parler du Togo. Dans quelques instants, nous allons retrouver notre invité de la nuit, monsieur le professeur Issoufou Moussa depuis Greensboro, North Carolina, ici aux États-Unis. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui encore une fois, nous allons parler du Togo. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la mésentente entre les membres de la coalition des 14 partis des 14 partis politiques du Togo à Lomé, à la veille donc de la grande marche qui devrait avoir lieu aujourd'hui même à Lomé. Cette mésentente, on peut l'appeler, ou le vrai visage de la coalition, ou encore les querelles intestinales, ou vous pouvez l'appeler tout ce que vous voulez, mais tout compte fait, il y a un malaise, un grand malaise au sein de cette coalition des 14 partis de l'opposition au Togo. Nous allons revenir sur ce sujet avec le professeur Issoufou Moussa. Aussi, nous allons parler aujourd'hui de la grande marche qui a eu lieu, à New York le samedi 17 mars passé, organisée par la diaspora togolaise de New York. C'était une grande marche. Et le professeur, toujours le professeur Issoufou Moussa, était à New York. Il reviendra dans quelques instants pour nous faire le compte rendu de cette marche de New York. Alors, mesdames, messieurs, avant de retrouver monsieur Issoufou Moussa depuis la Caroline du Nord, voici mon monologue de la nuit. La coalition des 14 partis politiques du Togo s'était fixé un objectif d'organiser une série de marches de protestation à Lomé les 20, les 21 et les 22 mars de cette année. Mais le lundi 19 mars 2018, nous avons appris qu'il y a une grande mésentente, un malaise total au sein même de cette coalition des 14 des partis politiques au Togo. Cette mésentente nous a beaucoup inquiétés. Cette mésentente nous a fait rappeler des faits qui se sont produits au Togo par le passé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me permets de rappeler à toute la classe politique de l'opposition que ce jeu auquel elle est en train de jouer, cette partie, ces mêmes partis politiques de l'opposition l'avaient joué depuis 27 années. Mesdames, Messieurs, pour ceux qui ne le savent pas, la scène qui s'est produite hier à Lomé entre la coalition de l'opposition togolaise ne fait pas honneur. Elle fait peur. Elle fait douter les gens. Elle fait rappeler aux gens ce que c'est que le code 1, le code 2, ce que c'est que l'UFC. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous faire un tout petit peu l'historique de ces mésententes intestinales, de ces querelles intestinales, de ces mésententes entre les partis de l'opposition du Togo qui, ces mésententes, ont toujours été en faveur du parti au pouvoir. Pour ceux qui connaissent bien la politique togolaise, pour ceux qui connaissent les événements de la boule qui ont permis d'atteindre
la conférence nationale souveraine au Togo se rappelleront des coalitions comme Code 1, des coalitions comme Code 2, des coalitions comme l'UFC. Et aujourd'hui, nous avons la coalition des 14. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de la coalition qu'on a appelée Code 1 ou Code 2? Entre Code 1 et Code 2, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'agissait que les partis politiques du Togo dans cette coalition de Code 2 présentent un seul candidat pour aller aux élections présidentielles contre le général Eyadema. Les membres de la coalition Code 2 se sont mis d'accord que Edem Kodjo soit le candidat unique de l'opposition. Mais malheureusement, à quelques semaines seulement des élections présidentielles, une mésentente, une querelle intestinale était née entre les membres de Code 2, ce qui a amené Edem Kodjo à dire non, qu'il n'ira plus aux élections, à retirer sa candidature. Et du coup, le général Eyadema était le seul à aller. Il n'y avait pas d'opposant, il n'y avait pas de candidat pour le challenge, il n'y avait pas un véritable challenger. Et comme ça, le général Eyadema a gagné ces élections lui seul, haut les mains. Encore une fois, la chance a été donnée à cette même opposition togolaise de se racheter. Il y a eu les élections législatives en 1994. Encore une fois, la coalition de l'opposition avait la majorité parlementaire. Il fallait donc que le président de la République élise, nomme, ce n'est pas élire, mais il s'agissait que le président de la République nomme un premier ministre au sein de cette majorité parlementaire composée par l'opposition CAR UTD. Pour l'histoire, retenez tout simplement que le CAR avait 34 députés et l'UTD 7 députés. Mais l'opposition togolaise n'a pas réussi à se mettre d'accord pour que le parti de la coalition parlementaire puisse être le premier ministre du Togo. Et sur mésentente encore, Edem Kodjo a été nommé, qui n'avait que 7 députés au Parlement, a été nommé Premier ministre au sein de cette même coalition parlementaire. Qui était l'opposition? Mésentente encore. Si l'intérêt général de la nation était dans la tête de cette opposition togolaise, Edem Kodjo devrait dire non, je laisse le parti majoritaire de l'opposition dans l'Assemblée nationale à être Premier ministre. Mais il a pris. Encore une fois, querelle intestinale de l'opposition togolaise, échec. De la même manière, les Togolais, le parti au pouvoir et l'opposition s'étaient réunis à la salle et voilà, à l'hôtel du 2 février, en 98, après la conférence, pour des négociations. Dites-vous ceci, à la dernière minute, le président de l'UFC, c'était pas l'UFC, ben, Gilles Christ arrive, il balaie du revers de la main tout ce que les autres ont fait, y compris ses amis de l'opposition. Mésentente encore, échec. Et toujours le président de la République, Eyadema, continue lui seul. Et tout ça là, c'est que quoi? Chaque fois que l'opposition est dans une position de force, dans une position favorable, pour tourner les choses en sa faveur, il y a toujours cette querelle intestinale au sein de l'opposition et qui gâte tout.
Nous avons vu le cas de l'UFC. Il y avait des candidats. Plus que Robert Bob Taki, mais c'est lui qu'on a choisi parce qu'il était de l'UFC. Et encore une fois, échec. Cette année, le président du PNP, M. Atipi, c'est lui qui a lancé, qui a réveillé cette opposition togolaise dormante. C'est M. Atipi qui a réveillé l'opposition dormante, je vous dis, monsieur, mes chers téléspectateurs. M. Atipi n'était pas à la conférence. Moi, j'appelle ça conférence. Au dialogue. L'opposition, la classe togolaise, ne s'était même pas souciée. N'a même pas fait de la présence d'Atipi à ce dialogue un préalable. On s'est tu. Si vraiment c'était une coalition, un membre influent de la coalition est absent à un grand dialogue comme celui-là, mais on ne réclame pas sa présence. Vous voyez? On ne réclame pas sa présence. On ne fait pas de la présence d'un membre influent, important de la coalition à une grande négociation. On se tait. Vous savez, après la suspension, c'est encore le PNP de Maître Atipi qui a continué visiblement le combat, visiblement la révolution. Et, encore une fois, les partis de la coalition des 14 ont réussi à s'entendre sur un projet de manifestation les 21 et les 22 mars de cette année. Tous s'étaient mis d'accord. Et quand vous prenez des engagements entre vous, respectez-les. Le PNP maintenant demande aux autres membres, nous avons dit, nous nous sommes engagés à exécuter un certain nombre de projets. Exécutons-les. Exécutons-les. Commençons par le premier, c'est-à-dire la première date. Et cette date, c'était la date du 20 mars 2018, c'est-à-dire aujourd'hui. Et quand le PNP a rappelé à ses collègues de la coalition qu'ils s'étaient dit qu'ils allaient exécuter leur projet, c'était encore une fois la querelle. Alors que ce moment-là, c'est le moment où nous sommes, c'est l'opposition qui est en force. Aux États-Unis, si nous disons le même tome, c'est l'opposition qui a le vent en poupe. C'est l'opposition qui domine. Au lieu de se taire, de faire taire leurs querelles, de faire taire leurs intérêts personnels et égoïstes, à quelques moments clés de la lutte, nous voici encore une fois comme du déjà vu. C'est même partie de l'opposition qui commence à s'insulter, qui commence à s'attaquer, qui commence à se dénigrer, qui commence à dévoiler. Et ça c'est bon, leur vraie face, leur vrai visage. Je pense que l'événement de lundi n'est pas en fait mauvais en soi. Parce que le peuple togolais connaît maintenant exactement ceux-là qui sont pour la lutte et ceux-là qui sont pour une lutte fake, une lutte imaginaire. Mesdames, Messieurs, l'opposition togolaise doit faire extrêmement attention. Je dis bien, l'opposition togolaise doit faire extrêmement attention. Parce que les gens ont sacrifié leur vie. Les gens ont sacrifié leur avenir. Les gens se sont dévoilés, se sont montrés publiquement. Et si l'opposition togolaise doit jouer à ce jeu-là, elle se fera brûler. Et quand elle va se faire brûler, il n'y aura pas de médecin
il n'y aura pas de traitement. Je vous dis bien, faites attention, mes chers Togolais de l'opposition. Ce n'est pas le moment de vous chamailler. Ce n'est pas le moment de dévoiler vos secrets de famille. Le linge sale se lave en famille. Que le linge sale de l'opposition togolaise se lave au sein de la coalition, s'il vous plaît. Pas sur les antennes, pas sur les WhatsApp, les réseaux sociaux, mais à la maison. Quand on est en groupe et quand on prend des décisions, on les exécute. Il ne sert à rien de dire qu'on est une coalition et qu'on ne peut même pas exécuter les simples engagements, les tout simples engagements. Mesdames, Messieurs, je demande simplement à l'opposition togolaise, si elle a une mémoire courte, de se rappeler que ces mésententes, ces querelles intestinales ont toujours conduit l'opposition togolaise là où elle est jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'on doit apprendre de nos erreurs pour avancer. Sinon, toute cette lutte sera une lutte vaine. Et ça fera très mal à tous ceux-là qui ont placé leur confiance en eux. Mesdames, Messieurs, j'espère bien que tout est rentré en ordre au sein de l'opposition et qu'elle va parler franchement entre elles pour que la lutte reprenne sur de nouvelles bases. Sinon, ça serait un échec lamentable. La diaspora, quant à elle, ici aux États-Unis, s'était mobilisée le samedi passé à New York parce qu'elle savait que le mardi à Lomé, il y aura une grande marche. Elle a fait sa part. La diaspora togolaise des États-Unis a fait sa part le samedi passé à New York. Une grande marche à laquelle a participé M. Issifou Moussa. Dans quelques instants, nous allons le retrouver depuis la Caroline du Nord. Dans l'espoir que les acteurs politiques au Togo suivront le pas. Mais malheureusement, ça a commencé par des querelles et nous allons lui demander dans une deuxième partie, qu'en est-il exactement de cette marche de Lomé? Qu'en est-il exactement de cette mésentente, de cette grogne au sein même de l'opposition togolaise? Alors, mesdames, messieurs, nous allons vous retrouver dans quelques instants pour que monsieur le professeur nous fasse le compte rendu de la marche de samedi de la diaspora togolaise à New York. Et après, nous allons consacrer un temps. On a beaucoup à dire aujourd'hui. On a beaucoup à dire. Il va vous faire toutes les révélations de ce qui se passe, ce qui se trame au sein même de la coalition pour décourager ce parti-là, pour débouter ce parti-là qui a donné vie encore à cette opposition togolaise. Je vous retrouve recevoir M. Issifou Moussa. Il est professeur conférencier à Greensboro, à la Caroline du Nord. Monsieur le professeur, Monsieur Moussa, bonsoir. Bonsoir, M. Vikenao. Bonsoir à amis de la télé Tempo Afrique TV. Voilà, j'espère que la famille se porte bien et que nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Vous savez que vous-même, vous étiez à New York le samedi passé
pour la grande marche de la diaspora togolaise ici aux États-Unis. Cette marche, moi je dis qu'elle était en prélude à celle qui devrait avoir lieu aujourd'hui à Lomé. Alors, monsieur le professeur, vous étiez là à New York. Dites-nous exactement ce qui s'est passé. Oui, bon, merci beaucoup pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer par rapport à la grande marche que nous avions organisée à New York le 17 mars dernier. Je pense que, disons que l'objectif que nous poursuivions a été atteint parce que nous avons voulu une fois encore lancer la mobilisation pour dire au monde entier que la flamme de la mobilisation est encore là et qu'elle va continuer jusqu'à la victoire finale. Comme vous l'avez bien souligné, cette marche avait été organisée en prélude aux marches qui devaient avoir lieu cette semaine à Lomé et partout ailleurs. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au même moment où nous marchions à New York, il y avait des compatriotes qui marchaient aussi à Paris. Donc les gens s'étaient déplacés de toute l'Europe, de l'Allemagne, de la Belgique et que sais-je encore, pour se rendre à Paris et donc pour marcher. Et nous, on essayait de synchroniser ces marches-là et pour dire au monde entier que nous sommes encore là debout, comme un seul homme, pour réclamer les aspirations du peuple togolais. Et donc on avait souhaité que cela a fait le cas aussi au Togo cette semaine. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais on ne désespère pas. Il y a toujours des occasions qu'on peut rattraper et les gens peuvent se ressaisir rapidement, rentrer dans les actions. Et comme vous le savez, seules les actions vont libérer le Togo. Voilà, vous avez dit que selon vous et les organisateurs, l'objectif de la marche est atteint. Alors dites-nous, quels sont les lieux que vous avez visités? Quand je dis visiter, c'est-à-dire que là où vous êtes rendu pour vous faire entendre à New York, aviez-vous été au niveau du siège de l'ONU? Avez-vous été devant l'ambassade du Togo? Avez-vous été devant l'ambassade de l'Union européenne? Comment ça s'est passé? Pour cette marche particulièrement, on avait ciblé deux endroits. Le siège des Nations Unies et puis l'ambassade, le consulat du Nigeria à New York. C'était les deux lieux qu'on avait ciblés pour la marche et nous avons pu visiter les deux lieux et on s'est fait entendre. Comme vous le voyez, je pense que les audios, les vidéos qui circulent vous montrent que nous avons pu lire notre numéro qui était spécialement conçu et adressé à son Excellence Muhammadu Buhari, le président de la République fédérale du Nigeria. Et donc, c'était notre objectif. Il a été atteint et nous avons aussi au niveau de l'ONU, nous avons aussi manifesté et nous avons donné notre mot par rapport à ce que nous voulons pour le Togo. Il faut souligner que les mobilisations du Togo maintenant ont pris une autre tournure, puisque ce ne sont plus les Togolais seuls qui manifestent. Nous avions été rejoints par nos amis du Burkina Faso, nos amis du Gabon, et je pense à nos amis du Sénégal. Ils étaient là en soutien, parce que nos amis nous ont dit que la lutte que mènent les Togolais n'est pas une lutte uniquement togolaise, que c'est une lutte africaine. Et donc, les mêmes personnes qui sont en train de bafouer les droits de l'homme au Togo se retrouvent partout. Donc, lorsque le problème togolais sera résolu, ils sont sûrs que les autres problèmes aussi vont suivre. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que le Togo a déjà historiquement donné un mauvais ton, disons, par rapport au départ de l'Afrique pour rentrer dans l'histoire. Je veux parler du coup d'État qui est jusqu'à présent le tout premier coup d'État sur le continent africain, donc qui a maintenant donné le ton et les autres coups d'État ont suivi partout. Donc pour nos amis de ces pays-là, la libération du Togo, du joug
d'une dictature qui dure depuis 50 ans signifie que les choses aussi peuvent s'améliorer dans leur pays. C'est pourquoi ils étaient là avec nous. Alors, je sais que nous allons faire écouter après la bande. Est-ce qu'il y a eu des discours, des allocutions lues? Et si les allocutions sont lues, est-ce que vous pouvez nous donner, vous pouvez nous résumer en quelques mots ce qui est le contenu de ces motions? Bon, en fait, nous l'avons appelé mémorandum. Il comportait des points essentiels que nous avions voulu soumettre au président de la République du Nigeria, mais surtout par rapport à son engagement et à son positionnement clair par rapport à la crise du Togo. Et donc nous avons voulu, n'est-ce pas, profiter de l'occasion pour lui exprimer notre gratitude quant à ce qu'il a dit sur le Togo et quant à sa disponibilité d'aider le Togo à éviter que la transition ne se transforme en une crise violente. Et nous avons voulu lui présenter notre reconnaissance par rapport à ça et encore lui demander de faire d'efforts pour que la parole qu'il a donnée soit tenue, afin que la crise togolaise puisse être résolue rapidement. Et nous avons voulu demander au président du Nigeria que son engagement, son implication et l'implication de l'ensemble des acteurs de la sous-région, surtout la CEDEAO, devient de plus en plus nécessaire. Et il ne fallait pas attendre plus longtemps pour s'impliquer afin qu'une solution durable puisse être trouvée par rapport à la crise qui secoue le Togo depuis quelques mois. Voilà, vous dites que vous avez été aussi au niveau du siège des Nations Unies. Ouais. Avez-vous déposé aussi comment dirais-je, avez-vous fait des motions là? Un mémorandum, oui. Oui, au niveau du siège de l'ONU, comme vous le savez, souvent les samedis, ce n'est pas tellement ça, mais nous avons déjà, on s'était annoncé et on avait déjà envoyé ce qu'on pouvait envoyer là-bas avant notre arrivée. Donc, on était sûr qu'on va constater qu'on était là, mais la lettre que nous avions envoyée était déjà reçue et c'est ça qui importe. Et dans la lettre, nous avons aussi demandé que l'ONU ne puisse pas oublier le cas du Togo, puisque dès le début, lorsque nous avions fait une démarche envers l'ONU, elle nous a entendus et elle a fait un certain nombre de propositions. Et nous comptons sur l'ONU jusqu'à présent, surtout sur le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui continue, n'est-ce pas, d'apporter son soutien au peuple togolais par rapport à sa lutte pour enfin, n'est-ce pas, obtenir l'alternance politique qui est plus nécessaire aujourd'hui que jamais. Voilà, vous venez de dire que vous êtes satisfait des résultats de la marche. Est-ce que vous envisagez d'autres marches dans l'avenir? Mais bien sûr, nous annonçons déjà, il y a plusieurs activités qui s'annoncent. Le 13 avril déjà, la diaspora américaine organise un sit-in au siège de l'ONU, où une délégation sera reçue en marche, n'est-ce pas, de la journée, je pense, de la femme. Une délégation sera reçue au siège de l'ONU. Dès qu'on la reçoit, et il y aura un sit-in qui va suivre cette réception-là, et pour encore une fois appuyer, n'est-ce pas, sur cette démarche diplomatique qui devait être menée le jour-là même. Et maintenant, le 27 avril, comme vous le savez, il y aura une grande marche à Washington, D.C., qui va regrouper toutes les associations, tous les mouvements, tous les regroupements, toutes les personnes ressources, tous les Togolais de la diaspora vont se retrouver ce vendredi-là à D.C. pour aller au Congrès américain et aussi se rendre à la Maison Blanche pour réitérer notre demande de soutien du Congrès américain
et du président de la République, du président des États-Unis. Voilà, ce que vous venez de dire là, c'est un agenda vraiment colossal. Hein? Est-ce que vous avez vous avez le matériel logistique pour l'organisation pour la réalisation de cet agenda-là? C'est vraiment colossal. C'est un agenda vraiment colossal. Tout est déjà au point. Et comme on l'a dit, nous avons fait une promesse au peuple togolais. Nous avions le 19 août, lorsqu'on s'était retrouvé à New York pour la toute première marche, la marche qui a accompagné celle du Togo, ce même 19, nous avions dit au peuple togolais tout entier que nous prenions l'engagement de l'accompagner jusqu'à la victoire finale. Et nous avons encore dit que même s'il advenait que le peuple togolais se fatiguait et abandonnait la lutte, nous devions la conclure nous-mêmes dans la diaspora. Et donc, par rapport à ça, nous disons qu'aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de respecter cet engagement-là. C'est pourquoi nous sommes là, nous sommes prêts. Le site de New York aura lieu le 13 et la marche d'ici aura lieu le 27. Et tout le monde s'apprête à s'y rendre. Monsieur le professeur, merci beaucoup. Je vois qu'au niveau de la diaspora, vous vous battez beaucoup, vous vous investissez énormément. Est-ce que vous pensez que tout ce qui se passe de l'autre côté au pays, est-ce que c'est de nature? Bon, nous reviendrons là-dessus, vous allez nous donner beaucoup plus de détails. Est-ce que cela ne constitue pas un handicap ou bien ne touche pas à votre morale, au moral de la diaspora, de pouvoir continuer son travail? Non, pas du tout. Nous avons compris rapidement que la lutte que nous menons, nous la menons bien sûr pour le peuple togolais. Et ce peuple-là, du moment où ce peuple-là continue d'espérer, nous n'allons pas l'abandonner. Donc, ce qui se passe au pays au niveau politique, c'est des problèmes auxquels on s'attendait, mais il faut dire que cela ne va jamais, c'est pas émousser notre détermination à accompagner ce peuple. Et donc, pour nous, cela ne fait que nous donner encore plus de force pour dire que nous avons encore beaucoup à faire et nous devons déployer tous les moyens dont nous disposons pour finir avec ce travail. Monsieur le professeur, ne quittez surtout pas. Nous allons vous retrouver dans quelques instants pour que vous nous dévoiliez tout ce qui se passe, les vérités même de la mésentente au niveau de la coalition des 14. Ne quittez surtout pas. Merci encore une fois et bonsoir et d'être avec nous. Nous allons maintenant aborder ce sujet très important. Pour moi, c'est un sujet très délicat et très important et que si nous ne faisons pas extrêmement attention, nous allons faire basculer les choses d'un côté ou d'un autre. Alors, monsieur le professeur, je vais vous rappeler très brièvement les faits et je vais vous demander de nous dire exactement ce qui se passe au sein de cette coalition ces derniers temps. Alors nous avons appris hier, lundi 19 mars 2018, qu'il y a mésentente entre les 13 autres partis de la coalition et le PNP. Nous avons entendu le vice-président du CAR, M. Togui Dagban, faire des déclarations à l'encontre, accuser le PNP, attaquer le PNP. On a vu le conseiller du président de l'ANC aussi attaquer le PNP qui voulait que la marche du 20 ait lieu. C'est ce que nous avons appris. Alors, monsieur le professeur, vous êtes une personne ressource. Vous avez des informations très sûres du pays. Alors, dites-nous, what's going on? Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, au fait, compte tenu du fait que depuis hier, les choses ont évolué,
Nous avons pensé aussi que, comme tu l'as dit dans ton monologue, le linge sale se lave en famille. Nous avons aussi voulu ne plus tellement aborder trop ces problèmes, puisqu'ils nous ont dit que tout est rentré en ordre, mais n'empêche qu'on puisse dire un mot avant de continuer. C'est un problème de méthode. D'autres disent il faut faire ci, d'autres disent il faut faire ça. Bon, c'est le problème, la crise est née de cette façon de voir les choses. Et donc moi je pense que avec ce qui s'est passé hier, après la rencontre avec l'émissaire ghanéen, je pense que tout le monde peut se situer par rapport à la méthode qui était la bonne qu'il fallait choisir lorsqu'il s'était agi de il faut marcher, il fallait attendre. Maintenant, je pense que le peuple togolais voit clair dans tout ce qui se passe et le peuple sait qui devait avoir raison, qui devait avoir tort dans cette histoire-là. Puisque les gens voulaient qu'on patiente, qu'on attende le retour de l'émissaire qui avait une information importante à livrer. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. L'émissaire est arrivé, mais il n'était pas porteur d'une information qui justifiait, n'est-ce pas, le report des marches. Mais n'empêche, cela est déjà fait en politique. Il y a toujours des faux pas, mais il faut savoir de ces faux pas-là pour ne plus les répéter. C'est ça qui importe aujourd'hui. Donc, à partir de ce 20 mars-là, à partir du moment où tout le monde a constaté, chacun a pu faire son introspection pour savoir sa responsabilité par rapport à la crise. Nous souhaitons que cela ne se répète jamais. Mais par rapport à ce monsieur Toby Dagba, que vous avez évoqué, il est allé tellement si loin qu'on se demande si il n'a pas, si ce n'est pas l'envie qui l'anime. Parce qu'il est sorti carrément du cadre d'une critique politique. De l'autre côté, c'est ça peut-être que j'ai regretté, mais chez moi, on dit que c'est avec la queue du singe qu'on attache. Donc, par rapport à ça, oui, je pouvais utiliser la queue de M. Dagba pour l'attacher, mais je ne vais pas le faire. Parce que je continue par croire que la cohésion est possible, on peut la garder, on peut la sauvegarder, et je souhaite vivement qu'elle soit sauvegardée. Mais je vais lancer un appel aux responsables de ce parti-là de faire en sorte qu'on ne puisse plus permettre à des gens comme ça de sortir pour faire des déclarations tapageuses et comme ça, ils retournent calmement chez eux. Parce que ce qu'il a dit en politique, normalement, il y a des choses qu'on ne dit pas, et parce que ça frise un peu la haine. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas bon. À partir du moment où vous êtes dans une coalition, où vous vous battez pour une même cause, vous ne pouvez pas laisser l'ennemi commun et aller attaquer l'autre. Eh bien, je tiens à souligner une chose néanmoins. Il a parlé du fait que le président du PNP ne sort pas tel. Je vais quand même répondre à ça, parce que ça c'est trop. Je ne savais pas que c'est comme ça, que c'est de cette façon-là que certains de la coalition réfléchissaient. Ça c'est très bas comme réflexion d'un responsable, qui puisse un responsable, un vice-président d'un parti politique. Ça c'est grave. Et donc nous avions dit entre-temps, je pense que c'est sur ce plateau, que si l'opposition togolaise était sérieuse, si cette coalition-là était sincère, le dialogue ne devait pas démarrer sans la présence des acteurs clés de cette coalition-là. Je ne sais pas ce qu'il a pu les convaincre à aller au dialogue, alors que l'un d'entre eux est encore menacé, sa vie est encore menacée, et ils se plaisent à aller s'asseoir pour dialoguer. Nous avons accepté d'avaler comme ça la pilule, c'est amer. Mais sortir au-delà de là pour encore chanter des bêtises, comme quoi, bon, vous pouvez vous promener librement. Qu'est-ce qu'il faut avoir avec vous? Ce monsieur, c'est une personnalité anonyme. Donc le RPT n'a aucune crainte par rapport à ce qu'il dit, ce qu'il fait. Donc, pourquoi ils vont l'inquiéter?
Jamais. La preuve, le RPT a essayé de créer cette situation pour que ceux-là qui ne sont pas inquiétés, ceux-là qui sont, c'est pas, malléables, puissent être au dialogue. Afin qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Mais nous osons croire que les propos de M. Daga n'engagent que lui, et lui seul. Et là, on close ce débat là. On ose croire que ça n'engage que lui, et que ce n'est pas comme ça que les gens de son parti pensent. Et nous leur donnons ces bénéfices. Vous ne pensez pas que le parti devrait s'expliquer davantage sur ce comportement? Oui, bon, je ne sais pas ce qu'ils font, quelle ligne de discipline ils ont dans leur parti. Normalement, un élément comme ça doit être rappelé à l'ordre. On doit lui apprendre, comment l'appelle-t-on, disons, le comportement politique qu'un responsable politique doit avoir quand il va sur les médias. Il doit être quelqu'un qui n'utilise pas sa langue n'importe comment et qui ne dit pas ce qui lui vient par la tête, mais il réfléchit avant de sortir cela. Donc moi je pense que le CAR, je sais qu'il y a des gens responsables dans le CAR qui vont rappeler à l'ordre ce monsieur et pour lui dire de ne plus faire ça. Parce que nous avons un ennemi, il ne faut pas laisser l'ennemi et vous allez vous battre entre vous. Ce n'est pas bon. C'est pourquoi je dis que je ne vais pas trop dire par rapport à ça. J'ai dit ce que je dois dire et je lui seulement demande de ne plus se livrer à des comportements comme ça parce que cela ne donne pas le Togo. Et le peuple togolais surtout, c'est le peuple qui m'a fait pitié. Moi j'ai vu des gens qui m'ont appelé, qui pleuraient. Et parce qu'ils ont craint que la cohésion qui existe dans la coalition devait s'éclater. Et c'est ça qui nous gêne. Parce que les gens sont sortis dire des bêtises ici et là. Mais nous tenons à rassurer le peuple togolais que la coalition est plus que jamais soudée. Elle est forte et elle est prête à se remobiliser pour continuer la lutte. Mais je vais encore envoyer un message clair à cette coalition-là. D'abord, je vais poser une question claire à cette coalition et je vais, afin de donner mon message, passer mon message, je vais demander à la coalition, est-ce que c'est normal de vouloir changer une stratégie qui gagne? Depuis quand on change une stratégie qui gagne? Moi, j'appelle la stratégie gagnante ici, c'est les marches, c'est cette mobilisation-là du peuple togolais. C'est cette mobilisation-là seule qui a fait courir fort et partout pour chercher les gens en opposition à aller au dialogue. Donc ça veut dire que ça a marché. Mais pourquoi vous allez laisser une stratégie qui marche pour maintenant vous adonner à d'autres choses? Si la coalition pense que Nana Akufo-Addo, le président du Ghana, viendra leur dire, mes chers, réveillez-vous, l'accord que vous avez signé avec le RPT de ne pas entreprendre des mouvements, le RPT est en train d'organiser, de se préparer pour les élections, ils n'ont pas libéré les prisonniers, vous aussi devez vous manifester, ils se trompent. Le médiateur ne va pas venir à allumer les feux, il va toujours par tous les moyens chercher à calmer. S'il trouve que des deux parties, il y a une partie qui est plus ou moins malléable, il va toujours agir cette partie-là pour la maintenir là où elle est, même si l'autre est en train de gagner des points. C'est ce qui se passe maintenant au Togo. Dans ce dialogue-là, qui est un dialogue interrompu, où on demande à une partie de ne rien dire, de ne rien faire, alors que l'autre partie continue par faire des activités comme si de rien n'était, et les gens se plaisent à dire, bon, on attend le médiateur, il nous a dit quoi? Le médiateur ne vous dira jamais d'aller manifester, mes chers de l'opposition. Réveillez-vous de votre sommeil profond. Trop, c'est trop. Il ne faut pas vous faire des illusions. Nana Akufo ne vous donnera jamais le feu vert d'aller manifester. C'est à vous de prendre la mesure de la chose et de sortir comme le peuple vous le demande. Mais si vous ne le faites pas, nous allons demander au peuple de le faire à votre place. Et là, vous devez que vous y appellerez. Parce que vous ne pouvez pas empêcher un peuple
d'exprimer son ras-le-bol. Vous ne pouvez pas l'enfermer dans une cage indéfiniment. Il va briser les murs et il va sortir. Et c'est ce qui va se passer si cette opposition-là tergiverse. Je ne vois pas pourquoi les gens ont peur maintenant de parler de la marche, sachant que c'est la marche, les marches sont ces marches-là qui ont fait que le régime est en train de trembler aujourd'hui. Et maintenant, le régime arrive à vous faire cesser les marches et il est en train d'organiser des élections. Les gens en prison. Depuis qu'on a libéré les 42 personnes, nous avons encore près de 45 personnes en prison. Qu'est-ce que vous en dites? Ça ne vous dit rien? Les enfants des autres qui sont emprisonnés illégalement, illégitimement, injustement. Et vous là, vous êtes là. Quel jeu? Je m'adresse à cette opposition-là, à cette coalition-là. S'il vous plaît, réveillez-vous. Nana Akufo-Addo ne viendra pas vous demander d'aller marcher. Il n'est pas fou. Alors c'est à vous de décider si il faut marcher ou pas. Au lieu de vous en prendre les uns des autres, il faut décider. Et le peuple est prêt. C'est pourquoi nous vous disons qu'on vous a donné rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous, si jamais rien ne sort de bon, on veut vous voir devant dans les rues où vous vous mettez derrière. Le peuple va sortir. Et nous avons ce peuple-là à sortir parce que le peuple n'est même pas lié à vos engagements par rapport à la cessation des marches. Parce que trop, c'est trop. Lorsqu'on garde des innocents en prison, on ne dit rien. Et vous pensez que vous avez gagné quoi? Après la libération de 45 personnes, on a été déjà pour les mêmes faits, les mêmes causes. Et on dit, par deux, on libère un groupe, on laisse les autres. Dites-nous ce dont on les reproche. Qu'est-ce qu'on les reproche? On ne badine pas avec la vie des gens comme ça. Ça fait quand même des mois que des innocents sont là et courpissent en prison pour des raisons farfelues. Alors que les vrais criminels sont en train d'apprendre les rues de l'Omé. Ces criminels-là, c'est les gens du régime. Ce sont ces ministres-là qui détournent l'argent à longueur de journée. Et surtout ça là, ces gens-là sont libres de leur mouvement. Et on prend des innocents, des citoyens honnêtes. On les en prison, oser exprimer une opinion. Et vous, l'opposition, vous êtes là à tergiverser. Vous jouez avec la vie des gens. Ce n'est pas normal. Alors, au lieu de nous attarder sur les querelles intestines, tout ça là, moi ça ne m'intéresse pas. Mais je à cette opposition-là de se ressaisir rapidement et de se mettre en rang pour continuer le combat. Parce que le peuple ne va plus faire de cadeaux à qui que ce soit. Gare à ceux-là qui se mettront au travers, n'est-ce pas, de la marche du peuple togolais vers sa libération. Gare à eux. Parce que nous avons connu dans l'histoire du Togo, il y a eu trop de choses. Je vais vous dire une chose. Au moment où le Togo voulait accéder à son indépendance, en 1958, c'était la même chose. Il y avait des partis qui se disaient progressistes. C'était comme ça, des querelles inutiles. Vous voyez? Vous qui voulez encore rester 2 ans avec la France, qu'est-ce que la France vous fait? Pendant ce temps, la Guinée de Sékou Touré, le 27 septembre 1958, avait déjà dit non. Et vous êtes là en train de dire non, on veut travailler encore avec la... Vous voulez travailler avec qui? Vous pensez que le plan va vous donner votre indépendance gratuitement? Non. C'est à vous de l'exiger. C'est pourquoi il y a eu déjà des problèmes depuis. Et les groupes de Sylvanus ont gagné. C'est pourquoi il est devenu président. Parce qu'il voulait l'indépendance immédiatement. L'autre qui ne voulait pas l'indépendance immédiatement, mais il voulait aussi être président quand l'indépendance a été acquise. Vous voyez des choses? Aujourd'hui, tout le monde en face de la même chose. On dit marchons pour libérer le Togo. Les gens disent non, on attend, il ne faut pas, on attend. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Dites-nous, hier vous avez rencontré M. Kadapa. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Rien du tout. C'est une façon de vous faire perdre du temps. Il faut à cette médiation ghanéenne-là que le peuple togolais est patient, mais cette patience a des limites. Si le médiateur ghanéen sait
il veut utiliser l'opposition pour faire gagner le temps au RPTI, il se trompe. À un moment donné, nous allons nous dire assez et nous allons prendre notre destin en main. Parce que c'est l'arme dont nous disposons. Et nous allons marcher, même jusqu'à la chute de ce régime. Parce que ce régime ne mérite même pas d'être aux affaires à l'heure où nous parlons. Parce qu'il a tout fait. Vous voulez qu'on parle des crimes économiques, des crimes politiques, des assassinats? Qu'est-ce que vous voulez pas attendre de ce régime pour justifier qu'il soit encore là? Vous voyez la de l'opposition, qu'est-ce que ça a donné? Hier, les diplomates à l'ONU ont fait quoi? Ils ont sorti une lettre comme quoi ils encouragent les partis à s'entendre à des réformes constitutionnelles afin d'aller. Ces gens-là n'ont rien compris. Le peuple togolais ne parle pas d'élections. Nous ne marchons pas pour réclamer les élections. Ils n'ont rien compris. Ils se moquent de nous. Pourquoi ils ne veulent pas que nous, on ait ce qu'ils ont chez eux? Pourquoi nous avons fait? Aujourd'hui, quand on place un ancien président, François Sarkozy, en garde à vue pour des crimes économiques, chez nous, est-ce que ils ne voient pas que nous aussi nous méritons le même genre de justice, l'équité, la liberté d'expression? Pourquoi ils se moquent de nous? Vous sortez un communiqué comme quoi, allez vous attendre. Nous ne sortons pas pour réclamer des réformes pour aller aux élections. Mais sur les diplomates, souffrez que je vous le dise. Si vous ne le saviez pas, il fallait que vous le sachiez. Nous ne sortons pas pour réclamer des élections. Non. On sort pour réclamer le retour de la Constitution de 1992, le vote de la diaspora, ou à défaut, le départ pur et simple du Forum Yassibé. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Et maintenant, vous allez par d'autres alchimies, vous nous parlez d'aller, quelle réforme constitutionnelle vous voulez? On n'en peut pas. Donc, moi, je disais, la stabilité maintenant revient à toute l'opposition dans son ensemble. Je n'exclus même pas un parti ou l'autre. Toute cette opposition-là, toute cette coalition-là, elle n'a qu'à prendre ses responsabilités et relancer les marches dans l'immédiat. C'est tout ce que la diaspora demande à cette opposition-là. C'est tout ce que le peuple demande à cette opposition-là. Si elle ne le fait pas, l'histoire retiendra qu'elle aura trahi la lutte. Parce que nous savons que c'est la seule stratégie dont nous disposons. À l'heure où je vous parle, dès hier, ils ont encore déversé des militaires, des verres rouges, avec des pick-up à mitrailleuses. Pourquoi à Bafilo, à ce côté? Pourquoi? Et ils vont nous dire que nous sommes en train de mentir. Allez-y à Bafilo. Depuis hier, ils les ont amenés pour intimider le peuple. Pourquoi? Pendant ce temps, on demande la levée du siège, ce parti, ce régime-là, sa tête. Et ça ne dit rien à personne. Pendant ce temps, l'opposition est en train de vouloir être bon. Je vous ai dit que le RPT-UNI, c'est un régime radical, composé de gens radicaux. Il faut être radical pour combattre ces gens-là. On ne peut pas combattre ces gens-là en étant modéré, parce qu'ils se moquent de vous. Ils se moquent de vous. Il faut être, comment l'appelle-t-on, ferme sur sa position, c'est tout. Maintenant, vous voulez quand les gens, le RPT est en train de vous a dit, je vais vous gifler. Vous dites, giflez-moi. Et le RPT maintenant dit, je vais vous couper la tête. Vous continuez par dire, giflez-moi. Qu'est-ce qui vous arrive, l'opposition togolaise? Vous ne savez pas qu'ils sont déjà loin? Tu te bats avec quelqu'un qui te dit, je vais te gifler. Tu dis, gifle-moi. Et lui, il dit, maintenant, je vais te couper la tête. Tu continues par dire, gifle-moi. Tu ne sais pas que tu es en retard? C'est le comportement de notre opposition, de notre coalition. Je ne veux pas, n'est-ce pas, nier les efforts qu'ils ont déjà fournis, mais ils n'ont qu'à faire attention. Parce que le peuple risque d'oublier tous ces efforts-là qu'ils ont fournis. Parce qu'ils ont commis une erreur fatale. Alors, je les soutiens, la diaspora les soutient, mais il faut qu'elle puisse comprendre que seule les marches libèrent. C'est tout. Si elle comprend cela, nous sommes d'accord, on continuera à travailler ensemble. Mais au cas contraire, ceux-là qui vont encore s'opposer à une quelconque marche, le feront à leur risque et péril, parce que le peuple ne va pas se taire. Voilà, c'était la question
que j'allais vous poser. Parce que, si vous voyez bien, je me dis que parce que les gens ont senti, certaines parties de la coalition ont senti que le gouvernement va organiser les législatives. Ouais. Et les gens commencent déjà par se positionner. C'est comme ça que moi j'interprète cela. Les gens commencent déjà par se positionner et cela fragilise en même temps la coalition. Alors quel est le garde-fou que vous proposez pour que cela ne puisse pas arriver si au cas où on disait que les élections vont avoir lieu pour que la coalition soit toujours soudée? En tout cas, en ce cas, je vais tout simplement dire que soit vous êtes avec nous ou bien vous êtes notre ennemi. Le peuple togolais, j'invite le peuple togolais à être ferme là-dessus. Tous ceux-là qui ont cette velléité-là d'aller aux élections où ils savent qu'ils seront trichés, ils vont continuer par crier, ils n'ont qu'à se méfier. Parce que tous seront traités comme des ennemis au même titre que les adversaires de l'autre côté. Parce que le peuple a déjà trop donné. Combien de morts nous n'avons pas compté? Combien de bastonnades inutiles? Les gens ont gardé des traumas dont ils ne vont jamais oublier. Ce n'est pas normal. Ce que ces gens-là ont fait dans les villes de l'intérieur, ce n'est pas normal. Vous pensez que ces gens-là vont pardonner à celui-là qui va aller aux élections pour légitimer un régime pourri comme ça? Ils ne seront pas pardonnés. Ils ne seront pas pardonnés. C'est pourquoi moi je leur dis, le RPT peut les tromper. Venez, je vais vous donner des sièges gratuitement, tout ça là, mais ils se trompent. Ils ne savent pas compter avec la fourberie du RPT. Ils vont se moquer d'eux. J'ai appris qu'il y a un journaliste qui vendait la mèche au RPT, il a fait quoi. Maintenant, la fois passée, j'ai appris qu'il est en train de faire des défilés chez Bawara pour prendre l'argent qu'on lui a promis, mais on ne lui donne rien. Il se fâche. Tu te fâches comment? Parce que ce journaliste a écrit beaucoup de choses, des bêtises, c'est la leader de l'opposition. Nous avions condamné ça à ce temps, mais maintenant on apprend que c'était une vaste besogne qu'il faisait. Maintenant, le RPT va t'utiliser, il ne va rien te donner. Pire. Alors, moi, je pense que je dois plutôt être patient et donner un conseil à ces gens-là qui ont cette envie-là d'aller. On va vous utiliser et après ils vont vous lâcher et vous serez détruits. Donc, s'il vous plaît, n'allez même pas là-bas. Nous disons que dans les conditions actuelles, l'élection ne doit se tenir au Togo. Dans les conditions actuelles. Que ce soit référendum primaire ou bien législatif ou ministre. Non. Parce que les conditions ne sont pas réunies. Alors, si les gens pensent qu'en allant seul aux élections, les gens l'ont fait par le passé, qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a rien donné. C'est pourquoi il ne faut plus oser. Il ne faut plus perdre du temps à aller aux élections avec ces gens-là. Vous pensez que le RPT va organiser une élection pour que vous veniez les gagner? Ils ne sont pas fous. J'ai déjà dit qu'ils sont des radicaux tout simplement parce que c'est des gens qui ne pensent pas au partage. Ils veulent tout avoir à tout moment. C'est là où se situe le radicalisme. Ils pensent que les autres Togolais ne méritent pas ce dont dispose le Togo. Ce n'est pas normal. Vous avez un même papa, on vous lègue des choses, des biens, et un prend tout, il vous dit non, vous n'avez pas droit à ça. Est-ce que ça va vous faire plaisir? C'est notre histoire, l'histoire du Togo. La famille Nyatsingbe a tout pris comme si c'est elle qui a créé le Togo. Ce n'est pas cette famille qui a créé le Togo. Ce n'est pas normal. Et maintenant, pendant ce temps, elle trouve des béquilles dans toutes les ethnies, dans toutes les régions. Bon, les gens suivent comme si, bon, eux aussi ne pouvaient pas être présidents. Alors que beaucoup qui sont autour là, vous aussi, messieurs, vous êtes présidentiables. Que vous soyez de quel village, vous êtes capable de diriger le Togo. Mais vous avez plutôt choisi votre ventre. Parce que là, vous réfléchissez par votre ventre, et là, vous êtes prêt à accepter n'importe quoi, pourvu que le ventre est plein. Est-ce que c'est un homme ça? Il faut quand même vivre aussi pour vos progénitures, pour le peuple togolais, pour tout le monde. C'est ça. Et donc, que l'opposition togolaise
a la responsabilité historique de ne pas trahir une énième fois le peuple togolais. Elle a la responsabilité historique de ne pas trahir une énième fois le peuple togolais. En tout cas, c'est tout ce que nous, on lui demande. Si elle sait qu'à un moment donné, elle n'est plus capable, elle n'a qu'à clairement dire au peuple, vous nous aviez donné un travail, nous ne pouvons pas, prenez et remettez à un autre, il va faire le travail. Ou bien prenez votre travail, faites-le vous-même. Vous voyez? Donc c'est ce que nous disons. Maintenant, s'ils ne peuvent pas avoir le courage de le dire, ils veulent maintenant passer par des moyens, des passerelles pour saper. Ils seront découverts. Ils seront découverts et le peuple va agir. Ça, il faut que les gens le notent et les gens sachent que cette fois-ci, le monde a changé, aucune trahison ne sera tolérée. Pas du tout. Et donc, nous appelons à la cohésion, nous demandons aux uns et aux autres de se pardonner les uns les autres, afin de pouvoir vivre encore ensemble, parce que même dans le foyer, quand une femme et son mari se querellent, on arrive quand même à les mettre ensemble et la vie reprend comme si de rien n'était. Et nous faisons que la coalition dans un mariage. Et il y aura des problèmes, mais ils n'ont qu'à faire une fois pour surmonter ces problèmes-là, afin que l'intérêt supérieur du peuple soit placé en avant pour qu'on puisse avoir ce que nous voulons. Et on ne se fait pas des illusions, parce que 14 partis politiques avec des idéologies carrément différentes. Non, il ne faut pas quand même. Moi, d'ailleurs, je vais dire qu'il faut reconnaître, qu'il faut féliciter d'ailleurs cette coalition-là qui a pu tenir le coup jusqu'à présent et maintenant souhaiter qu'elle puisse encore être là pendant longtemps. Parce que nous avons espoir en elle. Mais au même moment, nous la mettons en garde contre toute tentative comment l'appelle-t-on, d'affaiblissement de l'élan que nous avons même. C'est ça, c'est tout ce qu'on demande à l'opposition. Nous la soutenons jusqu'à présent, mais on lui demande. Désormais, s'il y a des problèmes internes comme ça, au lieu d'aller sur les antennes, les crier, couper rapidement un terrain d'attente et puis vous réglez le problème et vous continuez. C'est comme ça qu'on... Chez nous, on dit que lorsque l'épervier vient, ou bien l'épervier vient s'attaquer à vos poussins et à votre poule, quand vous tuez votre poule et vos poussins, non, vous allez chasser l'épervier d'abord et après vous reviendrez parler à votre poule et à ses poussins pour dire désormais il ne faut pas se promener vers là. Mais tu ne vas pas devant l'épervier commencer par gronder ta poule, demain l'épervier va revenir. Mais quand tu chasses l'épervier, tu mets tes poussins hors de danger. C'est comme ça. Donc je souhaite que désormais l'opposition puisse adopter cette méthode-là. Quand il y a des problèmes, regroupez-vous, parlez entre vous. Et s'il y a des choses allez vous battre comme si de rien n'était et vous revenez des problèmes. Il y a eu dans l'histoire à l'Empire, quand on la Mésopotamie vers le, comment l'appelle-t-on, Mésopotamie vers l'Arabie dans le golfe là-bas qui a couvert l'Irak et autres. C'était composé des villes-États qui avaient des problèmes d'intervention externe. Ils oubliaient les problèmes, ils se retrouvaient ensemble pour combattre l'ennemi. C'était la même chose. Lorsque les ennemis venaient, ils se mettaient ensemble rapidement, ils vont se battre contre l'ennemi. Après, ils reviennent maintenant des comptes internes. Nous pouvons aussi faire la même chose. Lorsque des problèmes internes surgissent, ne dites rien, allez vous battre contre l'ennemi, et dehors d'abord, après vous retirez à la maison, vous allez régler vos problèmes. Au lieu de vous mettre maintenant à donner de l'eau comment l'appelle-t-on, au moulin de l'adversaire, qui va se moquer de vous, et qui va voir qu'il y a des failles, maintenant il peut pénétrer pour faire ce qu'il veut. Non, plus jamais ça. On ne veut plus jamais entendre
qu'il y a eu des problèmes et les gens sont allés sur les antennes, les divulguer, dire des bêtises sur les autres et rapidement ils retournent pour dire qu'ils sont encore membres de la coalition là. Ça ne va plus se passer comme ça. Cela ne sera plus jamais toléré. Les gens ne vont plus accepter ça. Merci beaucoup, monsieur Moussa. Depuis la Caroline du Nord, vous avez, j'espère que les téléspectateurs vous ont beaucoup suivi parce que vous avez dit beaucoup de choses et des choses très très intéressantes, des choses qui vont réveiller considérablement la coalition des 14 parce que nous sommes à la croisée des chemins. Je le dis encore une fois, hein, nous sommes à la croisée des chemins et le moindre faux pas peut être fatal. Donc, j'espère que la coalition depuis Lomé, la coalition des 14 de l'opposition depuis Lomé, a suivi les conseils du professeur Issifou Moussa et que si même il y a problème, parce que même deux jumeaux, même les jumeaux qui sont sortis, qui ont vécu dans le ventre d'une même mère, se querellent. Mais quand ils finissent de se quereller, ils se disent que nous sommes sortis d'un même ventre. Et ils font la paix. Voilà, ceci-là, ce n'est que les problèmes de la vie, les problèmes du groupe, et que très rapidement, bon, les choses sont rentrées en ordre, et que très très prochainement, même si il y a la compétition, que la coalition réfléchisse pourquoi elle s'est mise ensemble, pourquoi elle est là, même s'il y a compétition au sein des partis politiques sur le plan national, que la coalition se mette en tête. Pourquoi il y a eu coalition des 14? S'ils perdent de vue cela, rien n'est fait. J'ai vécu au Togo, j'ai grandi au Togo. Tout ce qui s'est passé là, j'ai vu de mes yeux et on ne m'a pas raconté. Et je pense que c'est du déjà vu. Ce n'est qu'une répétition encore de tout ce qui s'est passé il y a de cela 30 ans. Je ne sais pas si ce sont les mêmes acteurs, c'est pourquoi cela se répète. Ou bien, c'est le Togo, c'est l'exceptionnalisme encore du Togo. Je ne sais pas. Mais j'ose croire que c'est un incident de passage, un incident de parcours, et que les choses sont rentrées à l'ordre. Nous souhaitons beaucoup de courage à toute la coalition des 14, beaucoup de courage au peuple togolais, et nous souhaitons aussi du courage à la diaspora togolaise des États-Unis et du monde entier. Si ma mémoire est bonne, monsieur le professeur, le 13 avril, il y aura une marche vers le siège de l'ONU, où une délégation sera reçue. Après, il y aura Syrie. Et le 27, une grande marche à Washington, n'est-ce pas, de toute la diaspora américaine. Bon, je vous laisse vous-même nous répéter ces dates importantes avec des détails, s'il vous plaît. Donc, je voudrais rapidement rappeler à la diaspora togolaise aux États-Unis que le 13 avril, nous aurons un sit-in au siège des Nations Unies et une délégation de cette diaspora sera reçue par les autorités de l'ONU. Et le 27 avril, toute la diaspora se retrouvera à DC pour aller dire un mot au Congrès et à la Maison-Blanche par rapport à la situation du Togo. Et donc, nous vous invitons à participer massivement à ces deux événements très importants parce que c'est le Togo qui est à la une et nous voulons que cette lutte-là soit conclue dans des délais vraiment très brefs. C'est pourquoi nous prions tous nos compatriotes, qu'ils soient en Amérique du Nord ou au Canada, et qui peuvent faire le déplacement, d'être là le 13 et le 27 pour ces grandes manifestations. Oui. Monsieur le professeur, si vous pouvez nous trouver certains organisateurs de ces deux événements, de ces deux grands événements,
nous aimerions les recevoir sur nos antennes pour qu'ils puissent donner beaucoup de détails sur la faisabilité de la chose. Quand je dis la faisabilité, où retrouver, où s'inscrire, où avoir les informations, comment faire pour participer, vous comprenez? Et tout ça là, si vous pouvez nous mettre en contact avec certains organisateurs, ça nous serait beaucoup intéressant. Je vais vous revenir avec certains contacts que vous pouvez aussi, certaines personnes que vous pouvez contacter. Mais d'ores et déjà, j'ai dit que la marche et le site, c'est ouvert à tous les Togolais, même à nos amis africains, même à nos amis américains qui désirent d'être là. Pas besoin de s'inscrire pour aller au site ou bien à la marche. C'est ouvert. Nous voulons mobiliser le plus grand nombre de participants que possible. Donc, c'est ouvert, tout le monde y est invité. Voilà, monsieur le professeur, vous venez de dire exactement que c'est ouvert à tout le monde. Est-ce que les gens peuvent avoir les contacts, enfin, si ce n'est pas privé, est-ce qu'il y a un 1-800 number pour que les gens puissent rentrer en contact? Il y a un site où les gens peuvent aller pour annoncer qu'ils seront là. Parce que tout compte fait, vous devez savoir quel est le nombre qui sera là quand même. Ouais, sinon sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, tout ça là, les discussions sont menées tous les jours par rapport à ces préparatifs-là. Donc, beaucoup savent où ils vont. Nous avons beaucoup de plateformes qui parlent de cette manifestation-là. Et donc, les gens, ils ont, mais on empêche. Je vais essayer de vous envoyer certains contacts là, et pour que certaines personnes puissent aussi venir relayer l'information et afin de donner d'autres détails. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Nous vous souhaitons bonne nuit. Vraiment, ça nous a fait plaisir. On a pris votre temps. Vous avez un calendrier très chargé, mais merci beaucoup. Je pense qu'il fallait la peine que vous expliquiez à nos téléspectateurs exactement ce qui se passe au sein de cette coalition. Encore une fois, merci pour les informations de grande valeur que vous venez de nous donner. Passez une bonne nuit donc. Chers téléspectateurs, voici ainsi arrivé à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Restez toujours câblés sur Tempo Afrique TV pour le reste de nos programmes. Malik, merci pour la production. Et à vous, à la maison, encore une fois, je dis merci. Que Dieu vous garde bien. Je vous retrouve le mardi prochain pour un autre numéro de Special Edition. Jusque-là, dormez bien. Bye bye.